bienvenue à cette autre édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Deux thématiques donc seront à l'ordre du jour. On parlera bien sûr de l'actualité du côté de Mali. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça se concrétise entre le gouvernement malien et les paramilitaires russes. Le président de la transition, Assimi Goïta, est donc résolu à pacifier son pays en s'appuyant sur ses militaires. Il y a quelques jours seulement, l'on a annoncé l'arrivée de plus de 500 paramilitaires russes, même si certains continuent de les qualifier des militaires du groupe Wagner. De toutes les façons, on en parlera avec nos invités tout à l'heure. Selon les informations, ces soldats seront déployés dans 10 localités du pays en déploiement qui intervient malgré les avertissements et sanctions ça et là de la France, de l'Union européenne ou encore même de la CEDEAO contre le Mali. D'ailleurs, dans un communiqué conjoint, l'Union européenne dénonce donc le déploiement des paramilitaires et accuse le Kremlin de soutenir ces derniers. Alors, au regard de l'évolution de cette actualité, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'un échec de Paris et de l'Union européenne en ce qui concerne le Mali? On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis, mercredi, le gouvernement éthiopien affirmait que ses troupes avaient pris donc rebelles une ville du Tigré, cette région donc en proie au conflit depuis un bon moment. Les rebelles, quant à eux, avaient annoncé lundi le retrait des régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, où les combats s'étaient donc propagés pour se replier dans leur région et avaient appelé à un cessez-le-feu. Mais pour certains analystes, cette annonce éteint les espoirs de paix alors que les rebelles parlent d'un repli territorial. Alors, quelle analyse de la situation dans le Tigré? On en parle également tout à l'heure avec nos invités. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. On va donc rapidement présenter ceux qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Vous le savez également, en dernière partie, ce sera l'actualité géopolitique. Nos invités vont bien sûr faire une analyse ou du moins un commentaire sur des événements précis. Alors je m'en vais commencer par vous la présentation. Madame Linda Larbaroui, bonjour et bienvenue. Merci à vous, Madame Linda Labarui. On rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. Et avec vous, tout à l'heure, dans le cadre de l'actualité géopolitique, on parlera de l'Algérie qui offre son espace aérien à la Russie pour des interventions militaires du côté du Mali. Et puis un autre invité avec nous, Monsieur Bruno Droueski, j'espère que j'ai bien prononcé. Vous êtes historien, géopolitologue, enseignant-chercheur à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Avec vous, on parlera des États-Unis. Est-ce que, du moins, on s'interrogera, est-ce que les États-Unis veulent vraiment bombarder l'Iran? Merci à vous, cher monsieur. Bonjour. Bonjour, je vous entends très mal, mais bonjour à tout le monde. D'accord. Merci en tout cas, on essaiera avec la technique Va. de régler Non, tout ça ça. va, c'est bon, c'est C'est bon. rétabli, c'est bon. Très D'accord, bien. Bon, merci. alors à Merci tout à d'être l'heure. avec nous. Merci. Un autre invité, Gamal Abina. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue. Bonjour et merci. Merci à vous, Gamal. Vous êtes également analyste, spécialiste des questions de Maghreb. Avec vous tout à l'heure, on parlera du moins des États-Unis qui ont encouragé les rebelles du TPLF à marcher sur la capitale éthiopienne. Ce sera bien sûr votre commentaire, votre analyse dans le cadre de l'actualité géopolitique. Et enfin, Luc Michel est avec nous, géopoliticien. Avec vous, on parlera de cette question qui divise aujourd'hui la Turquie, du moins la relation qui existe, qui naît encore, qui s'approfondit entre la Turquie et l'Afrique, l'offensive de charme de Recep Tayyip Erdogan. Bonjour à vous, Luc Michel, bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour à tout le plateau et bonjour à Madame Larbaoui et à Gamal Abina. Je suis très content de vous retrouver. Voilà. Voilà donc le décor planté, mesdames et messieurs. On va donc commencer sans plus tarder par la première thématique de ce matin, l'actualité du côté du Mali, bien sûr,
avec ces paramilitaires russes qui sont arrivés dans le pays. On va commencer par vous, Luc Michel, sur cette question parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup en parlent, c'est une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On continue de parler de militaires du groupe Wagner. Il y a beaucoup de polémiques autour de la qualification de ces paramilitaires. Déjà, vous, on le sait, on connaît votre position. Vous vous inscrivez en faux lorsqu'on parle d'ailleurs du groupe Wagner. Alors, qui sont ces militaires qui sont arrivés au Mali il y a quelques jours? Il faut tout d'abord examiner le problème, non pas comme nous le faisons depuis des semaines sous l'angle africain, mais sous l'angle de la confrontation mondiale entre l'impérialisme américain et la Russie via l'OTAN. Tout d'abord, c'est un an de propagande sur le soi-disant groupe Wagner qui est en train de s'effondrer. La Russie ne s'est pas laissée intimider, elle n'a pas baissé la garde. Il y a d'ailleurs une polémique qui est en train d'enfler, qui n'est pas uniquement sur celle des paramilitaires russes. Il semblerait que ceux qui sont déployés, c'est la même chose qu'en Centrafrique. C'est le groupe Sewa Security de Dimitri Oudkin, qui est l'une des 8 personnalités russes qui a été donc sanctionnée par l'Union européenne il y a quelques jours. Mais la Russie vient de rompre les gifles diplomatiques. Hier, il y avait une déclaration de la France et de 14 pays européens. Il faut préciser quelque chose. Lorsqu'on parle de ces gens, il ne s'agit pas de l'Union européenne, mais de l'OTAN. L'Union européenne, c'est un géant économique et un âge géopolitique, mais c'est une carpette géopolitique sur laquelle les États-Unis s'essuient les pieds. Et tous ces pays sont en fait des pays de l'OTAN. Dans le traité de Maastricht, l'Union européenne a confié sa défense à l'Union européenne. Elle a devenu à ce moment-là un sujet géopolitique mort-né. C'est un projet qui ne se réalisera jamais. Il n'y aura jamais d'armée européenne, il n'y aura jamais d'armée d'État supranational. Le grand géopoliticien belge Jean Thiriard, que la presse belge appelle avec raison le belge préféré de Poutine, disait que l'OTAN, ce n'était pas le bouclier de l'Europe, c'était son harnais, c'est exact. Donc le ministre Lavrov a fait une première déclaration. Il a déclaré que l'Union européenne ferait mieux d'aider et de collaborer avec la Russie à combattre le terrorisme. Il a précisé que dire « nous sommes les premiers, vous devez partir », ce n'était pas correct. On appelle ça une gifle diplomatique. Mais il y a eu une deuxième déclaration ce matin. Vous savez que le Mali, c'est un front secondaire d'une confrontation qui est centrée sur l'Ukraine. En Ukraine, l'OTAN entend déployer 40 000 hommes de troupes et pour contrer la Russie, soi-disant, qui menacerait l'Ukraine. En réalité, c'est la moitié de l'armée ukrainienne qui est déployée aux frontières des petites républiques russophones de Donetsk et de Lugansk, avec des intentions de commettre un génocide qui est exposé tel quel par le gouvernement Zelensky de Kiev. Qu'a dit le ministère russe des Affaires étrangères ce matin? Il accuse la Grande-Bretagne de déployer 40 000 mercenaires britanniques en Ukraine. Il renvoie la balle à la bergère, comme on dit, et bien entendu, il met en cause les Britanniques et les firmes de sécurité occidentales cette fois-ci. On voit donc que la question des soi-disant mercenaires, elle ne concerne pas du tout la Russie, mais elle concerne des accusations réciproques des deux blocs. La question du Mali, évidemment, c'est un avertissement de la Russie sur la question de l'Ukraine. Les Russes entendent évidemment ne pas baisser la garde et ne pas abdiquer. Et le fait qu'ils déploient leurs paramilitaires, malgré les avertissements de tous les pays de l'OTAN, c'est un avertissement sérieux. Poutine, il y a 3 jours d'ailleurs, a tracé des lignes rouges. L'une de ces lignes rouges, c'est l'extension de l'OTAN à l'Est et l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN. Poutine a déclaré, ce qui est un avertissement sérieux, que la Russie ne cherchait pas la guerre en Ukraine,
mais que si l'Ukraine persistait avec l'aide de l'OTAN à vouloir détruire les deux petites républiques russophones de Donetsk et de Lugansk, l'armée russe interviendrait en Ukraine, comme elle l'avait fait en Géorgie en 2008, pour donner une leçon à ce pays. Il faut dire un dernier mot là-dessus, évidemment. C'est que ce qui est en cause, ce n'est pas l'Ukraine ou le Mali, c'est l'existence même de la Russie, l'extension de l'OTAN à l'Est, qui s'est réalisée par vagues successives. C'est une volonté de détruire et de démembrer l'État russe en 4 petits États. C'est la volonté de l'État de l'OTAN depuis 30 ans. Poutine et la Russie ne laisseront évidemment pas faire. Luc Michel, merci d'avoir déjà planté le décor et nous voilà et donner des explications sur ces militaires russes qui sont bien sûr arrivés sur le territoire malien. Monsieur Droueski, je poursuis avec vous sur la question. On parle donc de plus de 500 militaires russes qui sont désormais aux côtés des forces armées maliennes pour justement lutter contre le terrorisme dans ce pays. Alors comment est-ce que vous interprétez cette décision du gouvernement malien? Luc Michel a rappelé, et ce malgré les avertissements justement de la communauté dite internationale. Je pense que ce qui est très clair, c'est que le Mali, comme beaucoup d'autres pays africains, comme la République centrafricaine, comme le Tchad, comme l'Éthiopie et d'autres, sont en train de devenir de plus en plus autonomes dans leur politique. Que la France-Afrique est un vieux rêve, si je veux dire, assez décati, et que donc dans ce contexte-là, les pays qui sont en voie, enfin qui sont menacés de fragmentation, comme l'est le Mali, mais comme le sont beaucoup d'autres pays africains, sont à la recherche de partenaires plus solides. Et les dernières décennies ont montré que les partenaires extra-occidentaux peuvent finalement être plus solides, ce qui est le cas de la Russie ou de la Chine, ou parfois de l'Iran. Et donc, dans ce contexte-là, on peut penser que la réussite de l'intervention russe en Centrafrique a fait des petits, si je peux dire, puisque quand même en Centrafrique, on a eu les élections et on a eu quand même une certaine stabilisation. Donc, la conséquence de cette évolution est apparue, je pense, assez clairement au Mali, où les militaires maliens sont conscients du fait que les pays occidentaux globalement, les puissances occidentales et la France en particulier, n'ont rien fait pour restaurer la puissance, la force de frappe de l'armée malienne, et qu'il faut donc qu'elle cherche des alliés ailleurs. Et donc, je pense qu'on assiste à un renforcement de l'État, de la volonté de renforcer l'État, ce qui correspond aussi aux objectifs de la société civile qui est en pleine agitation, en particulier au Mali, et où on voit donc que, en fait, est en train de naître une nouvelle Afrique qui joue la carte du monde entier et non plus seulement le fameux tête-à-tête avec les anciennes métropoles coloniales, comme c'était le cas jusqu'à présent. Si vous parliez de renforcement de l'État, justement, de l'autonomie de ces États africains aujourd'hui, du moins ces États qui revendiquent une certaine indépendance. Alors, je relève quand même le point de vue de certains qui estiment que cela n'est vraiment pas possible parce il y a toujours un nouvel intervenant, bien sûr, qu'est la Russie. Alors, on enlève la France et on remet la Russie. Est-ce que cela va changer la situation? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pour le moment, il est évidemment difficile de dire vers où on va exactement, mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression que la tendance générale est de multiplier les partenaires. Ça ne veut pas dire forcément de rompre toutes les relations avec les anciennes puissances, et en particulier dans le cas du Mali avec l'ancienne puissance coloniale, mais de les rééquilibrer d'une façon qui permette une plus large marge de manœuvre pour des États qui cherchent à se
reconstitué en tant qu'État. Et bien sûr que la Russie, la Chine, l'Iran, comme tout État, ont des intérêts et il ne faut pas tomber dans une espèce de morale à l'eau de rose. Chaque État a des intérêts. Mais justement, un État qui cherche à se reconstituer s'appuie sur les intérêts des uns et des autres pour s'affirmer sur la scène internationale. Et donc, dans ce contexte-là, l'émergence d'un monde multipolaire avec d'autres puissances que les puissances occidentales qu'on a connues dans le passé représente un atout très certain pour les pays, en particulier pour les pays africains et pour d'autres pays en voie de réémergence, si je peux dire, dans une situation qu'on avait déjà un peu connue au cours de la guerre froide, mais c'était à l'époque l'opposition entre deux blocs. Beaucoup de pays ont participé à la création de ce mouvement des non-alignés. D'une certaine façon, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de mouvement des non-alignés qui émerge. Et on sait que le mouvement des non-alignés a toujours été partagé entre orientation plutôt vers l'Est et orientation plutôt vers l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons néanmoins une différence par rapport à la situation de la guerre froide, c'est qu'il n'y a pas deux blocs, il y a un bloc, le bloc occidental qui ne s'est pas dissous après 89, et puis on a ce que j'appellerais des puissances contre-hégémoniques qui coopèrent entre elles, mais qui ne forment pas un bloc à la fois sur le plan, bien sûr, idéologique, on voit des grandes différences, mais sur le plan aussi de leur politique, il n'y a pas de monolithisme en face. Il y a donc un rassemblement de puissances contre-hégémoniques, et c'est donc peut-être ça qui est plus intéressant, c'est que ça offre beaucoup plus de marge de manœuvre qu'à l'époque de la guerre froide, où nous avions deux camps, il fallait quelque part toujours essayer de choisir son camp. Là, maintenant... Alger a ouvert son espace à la colonie servie par soit desservie par les Turcs. Ils viennent d'acquérir des drones. Et justement, tous ces armes-là ont besoin d'instructeurs pour que les Maliens apprennent à les utiliser. Donc, oui, forcément, c'est pas suffisant, les 500 militaires, mais leur objectif n'est pas celui de la France. Hein. Ils sont pas là pour conquérir le Mali. Pour eux, ils sont là pour appuyer l'armée malienne. Ça, c'est un objectif aussi de l'Algérie quand elle a appuyé le gouvernement en place, M. Assimi Goïta et ses acolytes. Il faut que les Africains développent eux-mêmes leur armée. On peut pas, moi, je ne peux pas défendre la maison du voisin mieux que lui. Donc, c'est à nous. Cette opération n'est pas que les Russes nettoient le Sahel pour nous, mais il y a une collaboration déjà entre l'armée algérienne et l'armée malienne, et ça sera aux Maliens de s'occuper du Nord Mali. Il y a des pays africains, ce que monsieur vient de citer, j'étais très au courant de ça, et c'est à l'initiative d'Alger, justement, tous ces pays qui ne veulent plus, parce que nous, on l'a eu pendant le Hirak, on l'a eu pendant les années 90, les années 80, tout ça. Donc, c'était à l'initiative d'Alger, justement, qu'il y a eu cette transaction. Et Alger, aujourd'hui, le Mali. Il faut savoir une chose, qu'il y a deux pays qui vont être pilotes de ce qui est l'Afrique. C'est l'Algérie et le Mali. Alger, c'est la Méditerranée, c'est le Nord-Afrique, donc c'est un mélange des Blancs africains et des Noirs africains, parce que nous avons des frontières avec le Niger, avec le Mali, et la couleur elle n'a pas de frontières. Et le Mali, c'est le cœur de l'Afrique. Pourquoi on a attaqué le Mali? Pourquoi on l'a divisé? Pourquoi toute cette guerre? Parce que le Mali a une position stratégique qui est très importante, et dans le Mali, on retrouve plus de 200 tribus. Déjà, il y a un problème ethnique, et heureusement qu'il n'y a pas cette guerre-là. Donc, les Maliens sont quand même conscients des enjeux, ils sont conscients de ce qui se passe. Mais encore, là, je finis avec ça. Les Maliens, c'est eux qui vont libérer leur pays du colon,
et du terrorisme. Les autres puissances comme l'Algérie ou comme la Russie ne seront là que pour les aider à faire ça. Et c'est pour ça que les 500 ne suffisent pas, mais les Maliens sont assez nombreux pour qu'ils puissent. Et puis, ils sont forts aussi, il leur manquait des armes. Ils sont assez forts aussi, il leur manquait des armes. C'est tout. Ils sont assez forts pour récupérer la totalité de leur territoire. Merci à vous, Madame Labarre. Oui, merci pour cette analyse. On rappelle évidemment que le gouvernement malien a affirmé justement que ces formateurs russes sont présents au Mali dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Jamal Abina, je vous retrouve, voilà, on sait qu'il y a eu des menaces de la part de l'Union européenne, de la France et bien sûr d'autres pays aussi contre le Mali sur ce rapprochement avec la Russie. Alors, on parle aujourd'hui d'un déploiement des paramilitaires russes. Est-ce que la ligne rouge a été franchie? La ligne rouge sera toujours franchie quand il s'agira du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. En substance, effectivement, l'Union européenne et puis tous ses affidés, enfin les États-Unis et toute l'équipe, menacent de façon très claire les Maliens parce qu'ils ont choisi d'être indépendants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'ils ont choisi un partenaire sérieux qui s'appelle les Russes, les Chinois et d'autres, dans le but, évidemment l'Algérie, ça va de soi, dans le but de se débarrasser, d'éradiquer les mouvements qu'ils ont appelés terroristes ou islamistes, ou on les appellera comme on voudra, que j'appelle saoudistes. J'ai un terme très précis pour ça. Donc c'est l'école wahhabiste qui a pourri le cerveau de certains musulmans et qui les a conduits à aux extrémités qu'on connaît aujourd'hui. Donc ces radicaux ont été dispersés un peu partout. Ils viennent au départ du GSPC algérien, qui sont devenus AQMI, qui sont devenus tout un tas d'appellations, mais en réalité, en substance, c'est toujours le même groupement idéologique qui est derrière. Ce sont des gens qui n'ont pas de vision bien précise d'une société, mais qui sont largement favorisés par l'Occident. Pourquoi? Parce que la stabilité chronique de ces pays, je parle des pays africains et du Moyen-Orient, sert les intérêts de l'Occident dans la mesure où ça n'empêche pas de vendre du pétrole, du gaz et d'exploiter des richesses. Cette instabilité chronique empêche ces pays de se développer. Mais surtout, et c'est là où c'est le plus ironique, quand on voit que l'Union européenne a l'outrecuidance de vouloir sanctionner les Maliens parce qu'ils font appel non pas à une société mythique qu'on appelle Wagner, qui serait une émanation nazie selon certains, puisque Wagner, effectivement, était préféré de Hitler, donc c'est une plaisanterie. Je peux pas imaginer un Russe appeler une société Wagner. Donc en vérité, ce qui est sur place actuellement, ce qui s'est passé en République centrafricaine, ce qui va se passer certainement, on l'imagine peut-être en Éthiopie, mais certainement dans d'autres pays d'Afrique, c'est que la brèche a été ouverte, c'est ce que disait tout à l'heure Bruno Droveski, par la Centrafrique. C'est un modèle qui est arrivé, rappelons quand même que la Centrafrique était quasiment en guerre civile, c'était catastrophique entre les Balakas et tout un tas de miliciens qui étaient engagés sur une guerre qui aurait dû être, mais ça n'a pas été le cas, Dieu merci, une guerre interreligieuse et interethnique. Donc vous imaginez la multiplication des conflits possibles dans cette République centrafricaine qui est un enjeu considérable, hein, c'est quand même pas rien. Eh bien, finalement, l'intervention des Russes a été salvatrice dans la mesure où elle a réussi à ramener la paix civile et à rendre le pouvoir central puissant. Plus encore, ils ont même protégé le président de cette République, qui est aujourd'hui quasiment devenue démocratie, protégé d'un coup d'État qui a été téléguidé par, comme toujours on les connaît, les États-Unis, la CIA et toute la compagnie. Et donc, par rapport à ça, l'Union européenne ne fait que grincer des dents parce qu'elle est très en colère, parce que finalement, c'est quoi l'Union européenne? C'est la France, l'Angleterre et un petit peu d'Allemagne, mais surtout la France et l'Angleterre, deux grandes puissances coloniales qui se sont partagées le gâteau africain pour l'essentiel. Après, il y a un petit peu de Portugal, d'Espagne, mais essentiellement la France et l'Angleterre. Et quand on voit que les Maliens ont choisi un partenaire sérieux, donc les Russes, pour obtenir des résultats sérieux, ils font appel à l'État russe et non pas à des milices privées, contrairement à ce qu'on connaît avec les États-Unis avec Blackwater. Ils font appel à l'État russe et ils demandent des conseillers militaires. C'est ça le mot qui dérange et qu'on ne veut pas utiliser. Conseiller militaire, c'est une tradition soviétique très connue qui est intervenue souvent d'ailleurs en Amérique du Sud, dans d'autres régions du Moyen-Orient ou d'Afrique et d'Asie évidemment. Ces conseillers militaires qui ont soutenu
par exemple le Vietnam. Tout ça, c'est des choses qu'on oublie, ça. Ces conseillers militaires sont là pour former. Hein. La différence entre, il y a un proverbe chinois très connu qui dit mieux vaut apprendre à un homme à pêcher plutôt que de vider des poissons. Et ben, les Russes sont en train de l'appliquer à merveille. Ils proposent, alors que les Français l'ont refusé, parce que les Français veulent conserver ce paternalisme colonial qui consiste à mettre des armées sur place pour contrôler et dire aux armées locales, vous êtes des armées incapables, on s'occupe de tout, on est le chef. Les fameux potes, ceux qui nous prennent pour leur petit larbin. Eh bien, les Russes ont dit non. Nous allons conseiller les militaires maliens parce qu'ils sont en mesure de pouvoir faire face avec des armes, de bonnes armes, pas la ferraille occidentale qui est envoyée en général défaillante. Et on vous propose de pouvoir reprendre le contrôle de votre territoire. Rappelons tout de même qu'en face de ces militaires maliens, ce sont des groupes qu'on appelle djihadistes, donc de petits groupes, de petites structures armées, peut-être sans doute par du trafic quelconque ou par des prises de guerre locales. Et ces structures ne peuvent pas être mises en échec par un État et par une armée, ça n'a pas de sens. Donc ça a du sens à partir du moment où il y a quelqu'un qui interfère au milieu, le Français, qui va faire une zone tampon qui empêchera l'État malien et donc l'armée malienne d'intervenir et de pouvoir agir. Et aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne très en colère, sous un faux motif. Le motif, c'est de dire Wagner. Donc c'est le mot magique, ça fait plaisir, ça fait nazi, mais ce n'est pas le cas. Non, l'État russe a envoyé effectivement des conseillers militaires, a envoyé du matériel, facilite le transit de matériel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les Maliens commencent à être équipés avec quand même de l'armement de qualité, hein, surtout les hélicoptères de combat. C'est avec cela qu'on obtient les résultats les plus efficaces, puisque c'est du combat rapproché. Et vont commencer à éradiquer la zone de danger qui était le Nord Mali et toute la zone qui était un peu sécessionniste de l'Azawad. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, on l'observe un peu partout en Afrique, mais particulièrement sur ces deux zones de tension, le précaré français est en danger. Et quand la France est en danger, elle fait appel à l'Union européenne pour valider sa position qui est singulière. Et comme ce précaré français est mis en danger, eh bien évidemment, on va diaboliser ceux qui apportent un concours militaire sérieux, à savoir les Russes, sans doute les Chinois plus tard, peut-être les Turcs, ça commence à se voir en Éthiopie. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, il y a des zones d'influence, il y a des intérêts effectivement qui sont évidents. Les Russes n'y vont pas pour la décoration, ils y vont aussi pour investir et pour en tirer un profit, mais ils garantissent, à la différence des Français, la restructuration d'un État, une armée forte qui défendra son territoire. Et je le dis et le répète systématiquement, quand un pays a besoin de se développer, il a besoin d'une armée forte. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle historique qui va peut-être vous faire sourire. Ces donneurs de leçons qui parlent de démocratie en longueur de journée, qui expliquent que les Maliens, c'est un putsch militaire, c'est intolérable, et qu'il faudrait que ce soit la démocratie qui revienne en force, sans sécurité évidemment, parce que la sécurité aurait été garantie par les néocolons français, eh bien ces gens-là me rappellent la République de Weimar dans les années 20 en Allemagne, où ils ont poussé les Allemands aux extrémités absolues, où l'Allemagne était quasiment en guerre civile chronique interne entre les forces d'extrême droite et puis d'extrême gauche, et à côté de ça on disait Weimar, mais débrouillez-vous, vous êtes en train de vous épuiser sur le plan intérieur, vous êtes surendetté, votre monnaie ne vaut plus grand-chose avec l'hyperinflation, mais restez démocrate. Eh bien, ça donne quoi? Ça donne de la radicalité. Alors, le parler est là, pourquoi? Parce qu'on donne des leçons de démocratie sans soutenir la démocratie malienne, c'est ce qu'ils prétendaient vouloir faire. Et aujourd'hui, que des militaires ont pris le pouvoir, je ne compare pas avec les nazis, évidemment, je parle avec un pouvoir qui reprend les choses en main, ça arrive aussi, eh bien, ça dérange la partie adverse qui, hypocritement, nous sert la démocratie, soi-disant à défendre à tout prix, alors que la priorité absolue au Mali, c'est la défense des malheureux qu'on assassine quand même dans les campagnes. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à l'Union européenne et donc aux États-Unis, il faut être très clair, c'est le bras armé qui parle, et donc, enfin, le bras armé politique, je veux dire, l'Union européenne, qui n'est pas militairement très fort, hein, c'est les États-Unis qui font le travail. Et ça leur pose problème, c'est la raison pour laquelle ils sont très énervés, uniquement parce qu'ils ont perdu la main dans la région, et c'est une très bonne chose. Nous espérons que les Russes sauront, avec intelligence, former les Maliens et l'armée malienne pour qu'elles deviennent autonomes, et c'est l'essentiel à mon sens. Merci à vous également, Gamal Abina. Luc Michel, une fois de plus, je reviens vers vous. On fait donc le tour de table aussi pour sortir de cette question. Luc Michel, on rappelle qu'il est reproché aux autorités, parce qu'on sait qu'il y a eu ce communiqué, bien sûr, de l'Union européenne. Alors, il est reproché aux autorités maliennes d'utiliser les fonds publics déjà limités pour redistribuer justement, on va dire, on ne va pas utiliser le terme, aux militaires russes qui sont arrivés, au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les autorités maliennes ont fait une erreur de calcul, ou alors est-ce que ce partenariat avec la Russie va coûter cher au Mali? Non, au contraire, ils ont pris un acte décisif, comme le président Touadéra il y a 4 ans.
Vous savez, c'est le général putschiste Bozizé qui serait actuellement installé au palais de la Renaissance s'il n'y avait pas eu l'arrivée des Russes. Lavrov y a répondu parfaitement hier matin dans ce qui est une gifle diplomatique. Il a dit que l'Union européenne ferait mieux de collaborer avec la Russie pour combattre le terrorisme. Et il a dit prétendre que nous étions les premiers et que ce que vous arrivez après, nous devez partir, ce n'est pas une façon de parler. Mais maintenant, je voudrais faire deux remarques parce qu'on commet deux erreurs d'analyse à mon sens. Tout d'abord, c'est de sous-estimer l'importance des Russes. On n'est plus à l'époque où il faut déployer de grands bataillons. En face, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, ce sont des seigneurs de la guerre, rebelles ou djihadistes. Avec 1350 conseillers militaires du groupe Sewa Security en Centrafrique, la Russie a changé la donne géopolitique. En Syrie, en 2015-2017, avec moins de 2000 combattants, ceux-là et pas conseillers militaires, des firmes paramilitaires russes, ils ont changé la donne en faveur de l'armée arabe syrienne et aidé à la reconquête du pays face aux gens de Libye. Donc les Russes, ce sont des combattants avec une autre technicité, ce sont des spécialistes de la guerre contre des seigneurs de la guerre, contre des bandes armées. Donc contrairement à ce que je viens d'entendre, ce n'est pas le nombre soi-disant qui serait un point de départ ou un point, mais c'est une aide décisive au contraire. Seconde chose que je tiens à dire, c'est que la guerre froide 3.0, au contraire, elle voit la reconstitution de deux blocs militaires. Il y a le bloc américano-occidental qui existe depuis la chute de l'Union soviétique, mais il y a depuis quelques années la reconstitution d'un bloc de l'Est autour de Moscou, de Pékin et de l'Iran. Quelle est la nature de ce bloc? Il est au contraire lié par la géopolitique et par des bases idéologiques communes. Ces bases idéologiques, c'est la reconstitution d'un monde multipolaire, mais c'est surtout l'anti-américanisme. C'est la détestation des prétentions des États-Unis à la domination mondiale qui unit Moscou, qui unit Téhéran, qui unit Pékin. C'est d'ailleurs Joe Biden qui vise lui-même à reconstituer deux blocs idéologiques. Il a déclaré il y a quelques semaines qu'il y avait d'un côté le bloc des démocraties libérales et de l'autre côté le bloc des régimes autoritaires illibéraux. C'est l'expression qu'il a déployée elle-même parce que l'Amérique, justement, elle a besoin de reconstituer un ennemi comme l'était l'Union soviétique. Cet ennemi, ce n'est plus le communisme, c'est aujourd'hui, bien entendu, le refus de la démocratie libérale et le monde multipolaire. C'est cela qu'il faut constater. Non, le Mali ne s'est pas trompé. Il a choisi des alliés puissants, la Russie, l'Iran, l'Algérie, et il va se dégager petit à petit, comme l'a fait la Centrafrique de Touadéra, des griffes de l'impérialisme occidental. Luc Michel. Monsieur Droueski, je poursuis ce dernier tour de table sur cette question avec vous, Monsieur Droueski. Alors, on sait que Paris prévenait jusqu'ici que l'arrivée sur le territoire malien des paramilitaires russes serait donc incompatible avec le maintien des soldats français déployés du côté du Mali. Aujourd'hui, malgré cette arrivée, Paris ne s'est pas rétracté. On a d'ailleurs l'impression que Paris veut rester au Mali. Vous nous donnerez votre point de vue là-dessus. Alors, malgré justement l'arrivée des Russes, Paris reste présent. Bamako a finalement eu le dernier mot. Oui, bien sûr, parce que justement, elle joue sur, visiblement à Bamako, on s'est joué sur les rapports de force de façon efficace, qui est une grande leçon, puisque ça montre évidemment que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique de la France-Afrique, où les chefs d'État obéissaient au doigt et à l'œil aux injonctions de Paris. Paris qui elle-même devenait une sous-puissance de l'impérialisme américain, puisque la puissance française n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été à l'époque coloniale, ce qu'il faut aussi rappeler.
Donc on est évidemment dans une situation totalement différente. Et donc Paris a dit qu'elle se retirerait, puis elle ne se retire pas, ce qui est un constat d'échec. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle ne veut pas se retirer par rapport aux intérêts qu'elle a en Afrique, puisque en fait les dirigeants français actuels ne veulent pas reconnaître le fait que la France est devenue une puissance de second ordre à l'échelle de l'OTAN et à l'échelle de l'Union européenne, pour des raisons qui sont économiques et sociales et qui sont liées à la désagrégation de la puissance française, de l'État français sur son sol même. Donc évidemment, il n'a plus les capacités d'expansion qu'il avait auparavant, mais évidemment, les élites françaises sont en retard d'un train et elles ne veulent pas accepter la situation actuelle, ce qui explique évidemment la grande frustration actuelle de ces élites et plus largement de l'appareil politique français. En même temps, on constate que la France ne se retire pas parce que ce serait reconnaître que la France est devenue une puissance de second ordre. Pour le moment, elle ne peut pas encore se permettre cela. Elle a d'ailleurs, elle reste utilisée par les États-Unis quand il le faut, si je peux dire. Rappelons la participation de la France aux initiatives maritimes américaines en mer de Chine, ce qui n'a pas empêché ensuite les États-Unis de lui mettre le couteau dans le dos au moment des accords de l'AUKUS. Donc la France, effectivement, est plus largement l'Union européenne, mais en particulier la France, effectivement, ce sont devenus des carpettes qui servent aux intérêts d'un impérialisme plus global, l'impérialisme américain, qui lui-même est d'ailleurs très présent en Afrique. La base d'Agadez, la base de drones américains au Niger est là, et montre bien que les États-Unis sont présents sur le théâtre, sur l'ancien précaré français, de la même façon qu'on voit arriver les fondations allemandes en Afrique et qui montre qu'il y a une contradiction à l'intérieur même de l'Union européenne entre les puissances. Donc évidemment, dans ce contexte-là, fort opportunément, je peux dire, les dirigeants africains qui ont envie de reprendre une certaine indépendance en Centrafrique, au Mali, ont la possibilité de s'appuyer sur une situation nouvelle, sur ces puissances qu'on dit émergentes, et qui d'ailleurs, en plus, leur force, c'est justement, c'est qu'elles ne veulent pas rentrer dans une logique de bloc, c'est-à-dire qu'elles acceptent l'idée que chaque pays doit avoir sa souveraineté, doit avoir ses propres principes idéologiques et politiques, et que, au contraire, ça favorise la coopération pour le maintien de la souveraineté ou le développement de la souveraineté. Et donc, cet illibéralisme, c'est le refus du néolibéralisme, du néoconservatisme, du mondialisme, et en même temps, ça laisse à chaque pays le choix du système politique, social, idéologique qu'il préfère, en fonction de ses propres traditions, ce qui est très clair, évidemment, si on compare le fonctionnement politique de la Russie, de la Chine et de l'Iran en particulier, mais encore plus si on compare les différents systèmes politiques des fameux 19 pays dont je parlais tout à l'heure, qui sont unis dans leur opposition à l'hégémonisme du bloc occidental et qui en même temps sont les véritables promoteurs d'un pluralisme réel à l'échelle de la planète qui visiblement est en train de se répandre hors de ces 19 pays puisque le Mali montre sa volonté d'être vraiment indépendant. Merci à vous, Monsieur Droueski. Alors, Gamal Abina, je poursuis avec vous. Peut-être avant de répondre à la question centrale, bien sûr, s'agissant du moins, est-ce qu'on pourrait parler d'échec de la France et bien sûr de l'Union européenne dans le cas de l'espèce. Peut-être cette petite interrogation quand même intéressante d'un téléspectateur qui rappelle justement que l'Union européenne a sanctionné le groupe Wagner et ne comprend pas depuis, on dit qu'il ne s'agit pas du groupe Wagner, mais des militaires russes. Et il voudrait bien sûr savoir qui est-ce qu'on a justement sanctionné.
Ils n'ont pas sanctionné le groupe Wagner parce que Wagner est une fabrication qui est une sorte de marionnette idéologique occidentale pour donner le sentiment, encore une fois, que les Russes seraient devenus de nouveaux nazis. C'est stupide, c'est nul et non avenu. On le voit bien, par exemple, sur la question ukrainienne. Les néo-nazis, c'est du côté occidental qui sont présents, hein. C'est pas du côté oriental, ce ne sont pas les Russes. Les Russes ont lutté contre des néo-nazis qui étaient soutenus par des personnages illustres, comme en France, par exemple, par le fils Raphaël Glucksmann, quand même. C'est pas rien, ça vous dit un petit peu le truc. On est vraiment dans une rupture entre, d'un côté, ce qu'on appelle les néoconservateurs américains et leurs émanations européennes, et de l'autre côté, l'ancien bloc de l'Est qui a décidé quand même de revenir pour affirmer un monde multipolaire. Donc, quand ils disent qu'ils sanctionnent le groupe Wagner, il faut se rappeler ce qu'ont dit les autorités maliennes quand même, hein. Ils ont dit, nous avons fait venir au Mali des conseillers militaires russes d'État. Ce sont des gens qui sont envoyés par M. Poutine pour accompagner le développement, le maintien la formation des militaires maliens qui ne sont pas plus bêtes qu'ailleurs, hein. S'ils sont bien formés, ils réussissent bien le travail. Donc quand ils disent qu'ils vont sanctionner, bizarrement, ils tirent une flèche dans une direction, mais c'est pas la cible qui est atteinte. Ils vont atteindre d'autres personnes qui ne sont évidemment pas ce fameux groupe Wagner. C'est très amusant parce qu'en vérité, l'échec est consommé. D'abord, on fait de la propagande, on parle d'un groupe qui serait un groupe un peu mystérieux, une sorte de Blackwater américain, mais version russe. Et puis, on se rend bien compte que de toute façon, tous les États font appel à des sociétés privées pour certaines actions, mais que là, on est sur une action politique. C'est d'État à État. On parle de l'État russe face à l'État malien. On ne parle pas d'un groupe privé qui partirait tout seul dans son petit coin, faire son petit numéro. C'est faux. Ensuite, des groupes privés, quand ils vont dans un territoire, en règle générale, ils sont payés par qui? Ils sont payés par les États. En l'occurrence, quand Blackwater est arrivé en Irak, c'était payé par les États-Unis parce que la société civile américaine, qui voyait trop de retours de GIs, qui étaient des gens qui étaient appelés arriver massivement sur le territoire, 30 000 quand même qui ont été tués en 10 ans, même si c'est une société super violente les États-Unis, parce que 30 000 morts 10 ans d'Irak, ça correspond à 30 000 morts aux États-Unis par an et par balle. Donc, c'est vous dire un peu le niveau de violence. Et donc, ces gens-là, lorsqu'ils envoient à Blackwater, c'est parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent plus continuer à envoyer, comme au Vietnam à l'époque aussi, des jeunes combattants de 18-20 ans qui vont mourir sur une guerre qui est illégitime, qui n'est pas comprise par la population, même si la propagande a fait croire que les États-Unis étaient en danger, et qui finalement est une guerre impérialiste, néocolonialiste, bref, une guerre de gens qui sont avides de pétrole et de gaz. Bon, ça, on a bien compris que les États-Unis avaient de grosses firmes derrière, comme tout le gouvernement américain était affilié à des sociétés très connues qui étaient là pour faire de l'argent, littéralement. Je ne vais pas les citer, elles sont suffisamment nombreuses, mais connues. Et donc, concernant la Russie, le rapport n'est pas le même. Les Russes, quand ils envoient des conseillers militaires, c'est pour soutenir un État et pour créer non seulement des conditions de stabilité dans la région, pour faire reculer le précaré français, parce que la France recule partout en Afrique, il ne faut pas le perdre de vue, elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour être aimée d'ailleurs, et surtout pour créer des alliances stratégiques, géopolitiques et économiques, parce que la Russie a besoin d'alliances stratégiques évidemment, économiques et géopolitiques, pour faire reculer cet unilatéralisme américain qui se répandait partout comme la peste sur le monde. Donc ce monde multipolaire commence à émerger, il va arriver par des rapports de force militaires et malheureusement obligatoires, mais nécessaires pour stabiliser les pays. Puis je le dis, je le répète tout le temps, si vous voulez développer un pays, il faut un pays avec une armée forte et avec une sécurité forte. Si ce pays est faible, comme ça a été le cas de la Russie dans les années 90 avec l'arrivée d'Eltsine au pouvoir, le pays s'effondrait. Quand le pays est redevenu fort, parce qu'un homme de l'ancien système soviétique, de l'ancien KGB a pris le pouvoir, le pays s'est redéveloppé et a redressé le nez. C'est comme la Chine. Si Tiananmen avait abouti en 89, la Chine serait par terre aujourd'hui. Fort heureusement, les dirigeants chinois ont compris les manipulations de ces groupes de jeunes qui ne comprenaient pas grand-chose, mais qui étaient prêts à mettre le pays à feu et à sang, et ils ont stoppé le tout. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale et bientôt la première puissance militaire. Et il se trouve que le Mali a eu l'intelligence de faire appel à deux grandes puissances, et c'est pas les moindres, la Chine et la Russie, puis d'autres puissances périphériques, quand on a parlé de l'Iran tout à l'heure et d'autres. Mais la Chine et la Russie, pourquoi? Parce que ce sont les deux grandes puissances à la fois économiques et militaires qui leur garantiront une sécurité, et une sécurité sur le terme. Parce qu'évidemment, les Français qui l'ont très mauvaise ne vont pas accepter que leur précaré soit entaché, ils ne vont pas accepter que ce paternalisme militaire qu'ils avaient installé, qui n'apportait rien sur le plan économique ni sur le plan politique, mais c'était militaire,
que ce paternalisme finisse par être écarté par les Russes qui vont avoir des résultats nettement plus rapides, et vous l'observerez dans les semaines à venir. Et surtout, ils n'accepteront pas le fait que les Chinois viennent investir, comme ils l'ont fait d'ailleurs en Éthiopie. Tout ça, c'est un aveu d'échec total, non seulement de la France, ça va de soi, mais du bloc occidental qui est en train de reculer sur l'Afrique. Et le plaisir que j'ai que je partage avec vous, c'est de me dire qu'enfin des dirigeants africains ont compris qu'il fallait, comme sur un jeu d'échecs, jouer les rapports de force. Il faut être capable de sacrifier une pièce pour avoir une victoire in fine. Ils ont compris qu'il fallait sacrifier la pièce française, qui n'était pas très bonne d'ailleurs, en l'occurrence, pour avoir une alliance beaucoup plus solide avec les Russes et les Chinois qui leur apporteront une sécurité et un développement économique partagé, nous l'espérons aussi là-dessus. Madame Linda Labarui, on va donc sortir avec vous sur cette question, bien sûr, avec la thématique, du moins la question centrale concernant l'actualité au Mali. Alors, est-ce un échec pour Paris et bien sûr l'Union européenne? C'est arrivé des conseillers, je préfère utiliser aussi ce terme, conseillers militaires russes. On peut dire que c'est une victoire pour le Mali d'avoir des gens au pouvoir qui aiment leur pays et qui veulent se débarrasser de ce néocolonialisme. Il y a un livre qui est très très intéressant et qui parle de de la conquête vers l'Afrique et qui a été écrit juste après le traité de Berlin qui a commencé au mois de novembre 1884 et qui s'est terminé au mois de février 1885. C'est très très long, hein. C'était plusieurs séances tout ça, et qui s'appelle The Scramble for Africa, c'est-à-dire courir vers l'Afrique. Et ça parle sur le bouquin, on trouve aussi The Berlin Conference and the Colonization of Africa. Ça explique tous les pays qui ont couru, et on peut retrouver tous les pays inimaginables, même la Turquie à l'époque, l'Empire ottoman a participé, la Russie impériale a participé. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a eu deux conquêtes. Une conquête qui a démarré à ce moment-là avec l'industrialisation, la deuxième qui s'est terminée en 1914, et c'est ça que la crise de Tanger qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Tanger est en Afrique. Et puis, il y a une deuxième conquête qui a démarré juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est terminée avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et on remarquera que pendant les années où la Russie était un peu effacée et affaiblie, elle essayait de se reconstruire. On parlait pas d'Afrique, on pillait l'Afrique tranquillement, qu'on mettait les génocides, personne ne disait rien. Depuis à peu près 2010, quand on a programmé les printemps arabes et les printemps africains aussi, ont été prévus. Donc là, il y a un autre facteur qui revient en jeu, c'est que la Chine a progressé et les Russes sont revenus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ceux qui ont fait la conquête de l'Afrique une première fois et ils ont gagné, une deuxième fois ils ont gagné, aujourd'hui ils sont en train d'échouer. Et ça, c'est grâce à beaucoup de facteurs et aussi les médias et la communication. La communication aujourd'hui joue un rôle très important, comme Afrique Média, comme des gens qui ont des chaînes sur YouTube et qui informent les Africains. Mais il y a aussi d'autres facteurs, c'est que les pays comme la Chine, comme la Russie, tout ça, qui ont subi par le néocolonialisme, ils disent non aujourd'hui et ils aident l'Afrique à émerger. Attention, ce ne sont pas des ONG, j'utilise souvent ce mot, mais nos intérêts sont les mêmes. Et puis, il y a aussi une étude des Nations Unies qui dit qu'en 2100, c'est-à-dire dans 79 ans, dans le monde, on sera à peu près un peu moins de 11 milliards, donc 4 milliards et demi en Afrique. Donc, ça va être un marché extraordinaire pour les investisseurs et pour le commerce.
L'Asie est saturée, l'Europe aussi, l'Amérique aussi. Donc, il y a le continent africain. Il y a les néocolonialistes qui veulent continuer à piller par rapport aux richesses, mais il y a d'autres pays qui veulent commercer et qui veulent des marchés gagnant-gagnant et traiter les Africains d'égal à égal. Aujourd'hui, la France, qui, elle, considère l'Afrique comme un acquis, c'est un acquis de guerre, c'est un butin de guerre. Elle ne veut pas partir, elle ne veut pas sortir par la grande porte. Il va falloir qu'elle sorte par la petite porte et c'est ce qui est en train de se passer. J'étais très surprise quand j'ai reçu la thématique hier, j'étais très surprise de voir où en est la France au niveau commerce. Donc, jusqu'en 2018, il y avait la Chine, l'Inde et les États-Unis qui étaient en première ligne. Et là, les États-Unis, la Chine et la France qui étaient en première ligne. Et depuis 2018, il y a la Chine, l'Inde et les États-Unis en troisième position. Donc, même les États-Unis se sont retirés. Il y a la Russie, l'Indonésie. Et c'est ça ma surprise, avec la Turquie. Et après arrive la France. Donc, la France est en septième position et je crois qu'avec toutes les annulations des marchés qu'il y a en Algérie, ils vont encore descendre d'un cran. Donc, tout ça fait que la France ne veut pas comprendre. La France nous considère comme des sujets, comme des animaux. Voilà, tout simplement. Malheureusement, c'est ce que je dis aux Africains et je vis en France et je connais la mentalité, ça fait 32 ans que je la pratique. Donc maintenant, la France a échoué, mais moi, je vais dire que c'est le Mali qui a gagné. Et tant mieux, et c'est bien pour eux. Merci à vous, Madame Lina Labarbi, pour cette analyse. Alors, avant de passer à la seconde thématique, en une minute, Luc Michel, vous réagissez peut-être concernant la question du téléspectateur tout à l'heure. Luc Michel. Oui, je vais préciser qui a été sanctionné. Et précisément, en expliquant qui a été sanctionné, on va voir que le groupe Wagner n'existe pas et que c'est une construction occidentale. Tout d'abord, comme il n'y a pas de groupe à sanctionner, l'Union européenne, elle a pris 3 trains de sanctions différents. Les sanctions contre le Donbass, les sanctions contre la Syrie et les sanctions contre la Centrafrique. Et à partir de ça, ils ont pris un certain nombre de sanctions contre des personnalités russes. Tout d'abord, ils disent que le patron du groupe Wagner, c'est un milliardaire russe qui s'appelle Eugénie Prigozhin. C'est un ami de Poutine. C'est un milliardaire qui a fait fortune dans la restauration des cantines d'État en Russie, les écoles, les casernes et les administrations. Ils ont donc sanctionné la principale firme d'Eugénie Prigozhin qui fournit les cantines d'État russes. On est tout sauf dans les paramilitaires. Deuxièmement, ils ont sanctionné 8 personnalités paramilitaires russes. Dedans, il y en a 2 qui sont remarquables. Tout d'abord, il y a Dimitri Utkin. Qui est Dimitri Utkin? C'était en 2015 le patron du groupe du corps slave, le Slavian Corps en Syrie, qui combattait aux côtés de l'armée arabe syrienne. Et aujourd'hui, c'est le patron de Sewa Security en Centrafrique, qui assure notamment la sécurité privée de Touadéra. Ce n'est donc pas un membre du groupe Wagner. Deuxième personnalité sanctionnée, c'est Valéry Zakharov. Valéry Zakharov, c'est un ancien officier du renseignement militaire russe, mais c'est surtout aujourd'hui le conseiller à la sécurité nationale du président Touadéra. Donc c'est un membre du gouvernement centrafricain. C'est lui qui a été sanctionné. C'est bien la preuve, évidemment, qu'il n'y a pas du tout de groupe Wagner. On a recouru à un subvertige, à des sanctions virtuelles. Dernièrement, deuxième précision, on dit qu'on a confisqué les comptes de ces gens en Union européenne et on les empêche de voyager. Bien entendu, ni Valéry Zakharov, ni Dimitri Utkin, ni Eugénie Prigozhin n'ont de compte dans l'Union européenne et ils ne voyagent dans ce pays. Ce sont des gens qui sont liés à la Russie, qui font leur carrière avec la Russie, la Syrie et l'Afrique et qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Voilà donc toute la farce
des sanctions contre le groupe Wagner. Merci une fois de plus à vous, Luc Michel. Eh bien, on va prendre donc la transition, ensuite on revient sur le plateau.